La religion. La religion, c'est un domaine global qui me passionne beaucoup. Je suis quelqu'un de profondément spirituel. J'ai commencé, c'est mon identité, mon ADN politique. J'ai commencé via la Nation of Islam, qui est une organisation qui a fait connaître Mohamed Ali, qui a fait connaître Malcolm X, qui a fait connaître Farrakhan. La personne qui m'a influencé dans ce mouvement, qui a été ma source d'inspiration pendant des années, même si aujourd'hui, en vieillissant, je nuance certaines positions qu'il avait, mais que j'aime profondément, qui est mon grand frère, c'était le docteur Khalid Abdul Mohamed, qui était l'ancien porte-parole de la Nation of Islam, et qui a été expulsé, interdit pour des propos trop subversifs sur l'oligarchie juive aux États-Unis. Et après la Nation of Islam, je suis rentré dans une autre branche d'un même arbre. Il faut comprendre une chose quand on parle de la conscience noire, c'est que le panafricanisme, c'est un tronc d'arbre qui a plusieurs branches. Et toutes les branches, quelque part, se recoupent d'une façon ou d'une autre. C'est un arbre avec des branches serrées, on va dire. Et tu peux être sur une branche et retrouver rapidement une autre branche, tout en restant dans le même espace. Donc en quittant la Nation of Islam, je me suis passionné pour la philosophie de ce que l'on appelle l'afrocentricité, le kémitisme, certains appellent ça pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, mais en réalité c'est l'afrocentricité, telle que promue par M. Karanga ou Modifi Keïta Assanté, surtout chez Anta Diop. Ça a été la période Tribuka. Et puis, le retour en Afrique m'a permis de faire une synthèse de tout ça et de comprendre la racine réelle des choses. Et j'ai trouvé ça dans la tradition africaine. Dans mon pays, on parle du vaudou en tant que tel, qui est pour moi la tradition primordiale dans son acception ouest-africaine en tant que telle. Tribal. Tribal, je ne sais pas ce que ça veut dire tribal. En fait, on pense... Archaïque. Non, archaïque, ça c'est Lévi Brûle qui aurait dit ça. Mais en fait, j'ai trouvé un équilibre dans cette racine, dans nos villages, avec les tradis praticiens. Avant, c'était beaucoup plus du reconstructionnisme idéologique de personnes issues de la diaspora, comme les Modifi Keïta Assanté et autres que je citais. Mais être au contact de gardiens de la tradition en Afrique m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais étudié avant, en réalité, il y avait des parcelles de vérité dans tout ça. C'est pour ça que je te parlais de branches tout à l'heure. Et l'Afrique m'a permis de compléter le cercle. Donc aujourd'hui, je me considère comme traditionnaliste africain, passionné de métaphysique. Et celui qui se passionne de métaphysique, ben, il va trouver des choses qui sont intéressantes partout. Donc, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le Kebra Negas des Rastafari, que ce soit dans des tas de choses, moi je vois une présence similaire sur bon nombre de points. Question d'Internet. Pourquoi l'islam est-il le plus légitime dans le mouvement panafricain plutôt que le rastafarisme? C'est pas vrai, le rastafarisme est plus légitime dans le mouvement panafricain que l'islam. Le rastafarisme a été un support doctrinal extrêmement puissant. Et je passe le bonjour à Père et Mère Dja, qui sont des monuments du panafricanisme francophone, qui sont mes deuxièmes parents. Ça a été un ciment du panafricanisme en tant que tel. Marcus Garvey, qui est l'un des géants, des pères fondateurs du panafricanisme, est considéré comme un prophète par le rastafarisme, pour que tu comprennes un petit peu les choses. Et l'islam, après, est une religion qui, dans son acception métaphysique et intellectuelle, s'opposait d'une façon ou d'une autre à l'idéologie dominante occidentale, au consumérisme, au matérialisme. Quand je dis ça, il ne faut pas regarder ce qui se passe en Arabie Saoudite ou au Qatar, sinon on va avoir une autre vision. Et donc du coup, bon nombre d'afro-descendants se sont convertis à l'islam. D'autres, moi-même je suis passé par là, par cette école, pour après aller vers la racine du continent africain, qui est la tradition africaine. En Afrique, bon nombre aussi sont passés par ce biais-là, certains par la colonisation ou par l'esclavagisme, parce qu'il faut aussi le dire. Et donc, non, l'islam n'est pas plus validé dans le panafricanisme que le rastafarisme. Maintenant, le panafricanisme, c'est l'unité des différentes formes aussi d'africanité. Donc moi, je ne suis pas un sectaire, et donc je pense qu'il faut de tout dans le panafricanisme, mais j'estime qu'il faut un retour réel à la racine, quelles que soient les écoles de pensée des gens. Les racines du type une islam rigoriste prêché par l'Arabie Saoudite. Non, t'as pas compris en fait ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être pas l'exprimer. Que tu sois, bon, si tu veux, pour te rendre heureux, je veux dire, je me suis mal exprimé. Mais je dis que, quelles que soient les tendances spirituelles ou religieuses des gens, il est nécessaire, dans la dimension panafricaniste, de revenir à la racine. Parce qu'on est le peuple qui a été le plus sorti de lui-même, de sa propre ontologie.
C'est une réalité. Et donc, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans ou autres, il est nécessaire d'étudier notre tradition, c'est important. Moi, j'ai décidé de rentrer complètement dans la tradition et de tirer les expériences que j'avais étudiées au sein de la Nation of Islam ou au sein de l'afrocentricité, et ça me sert encore aujourd'hui dans mon logiciel doctrinal. Mais j'ai eu besoin, moi, de retourner à cette tradition-là, à cette racine, d'être avec les anciens au village, c'est pour ça que j'y suis très souvent. Le verset du trône, ça te parle? Le verset du trône, oui, ça me parle vaguement, mais là, tu restes dans l'islam, là. Ouais, mais pas moi. Question d'Internet. Quelle doit être la relation entre religion et la souveraineté? Une relation apaisée et une relation où on comprend. C'est pour ça que j'aime beaucoup René Guénon, parce qu'il dit qu'il y a une tradition primordiale qui est le ciment de toutes les tendances religieuses et spirituelles du monde. Ben moi, je crois profondément à cette tradition primordiale. J'en parlais beaucoup d'ailleurs avec le philosophe russe Alexandre Douguine. À la différence que lui pense que le ciment de la tradition primordiale, c'est l'Eurasie. Moi, je pense que c'est l'Afrique, mais je respecte son point de vue comme il respecte le mien, et ça n'empêche pas notre fraternité. Et je pense que comprendre l'essence de la tradition primordiale d'un point de vue métaphysique, ça permettra, en tout cas en Afrique, d'éviter beaucoup de tensions religieuses, même si les tensions religieuses sont beaucoup moins présentes sur le continent, à part quand c'est exalté et instrumentalisé par l'armée française comme en Centrafrique, beaucoup moins présentes sur le continent que, par exemple, en France. Alors, question d'Internet, fait-il partie d'une quelconque société privée, cercle d'influence? Moi, non. Je suis combattu par beaucoup de sociétés privées et cercles d'influence. La seule société que je connais, c'est celle du peuple, c'est la rue. Et c'est la seule qui me valide. Et je suis très combattu par toutes ces élites-là, parce que je les combats aussi et que je ne ménage pas mes coups. Comment est financé? Ils auraient dû poser cette question à Magloire, parce que peut-être il avait des choses à te dire sur les sociétés privées. On va peut-être vous inviter tous les deux. Non, moi, je le veux sur TV5, sur son terrain. Comment est financé votre ONG? Par des footballeurs, par des artistes. À hauteur de combien? Quel budget par an? Combien d'employés? Je vais te dire, je sais pas, on n'est pas au commissariat. Mais je vais te dire simplement que on reçoit beaucoup de soutien parce que notre combat politique touche beaucoup, beaucoup. Ils se rendent compte. Moi, j'ai commencé en 99. À l'époque, j'étais complètement inaudible. Et il y a une période où c'est passé dans un total autre excès, où on est devenu extrêmement écouté sur le continent africain et dans la diaspora. Et les footballeurs, tout le monde n'est pas bête dans le milieu du football, comme tout le monde n'est pas bête dans le monde de manière générale. Il y a des gens qui réfléchissent, et ils ont vu ça, ça parle avec le cœur. Et donc il y a beaucoup de footballeurs qui jouent en Europe, dans des gros clubs, parfois, et qui soutiennent notre combat politique, qui donnent des gros chèques, parfois. Et ça me touche. Le budget, à hauteur de combien par an? Je ne peux pas te le dire, mais il nous permet de fonctionner. Votre salaire, c'est combien? Mon salaire, je vais te dire très clairement les choses. Moi, je travaille à la télévision. Mon premier salaire, c'est celui de chroniqueur politique. Après... en euros? Je ne vais pas te le dire, mais je me débrouille. Et ça va. Et là, par rapport à l'ONG, ça fait à peine 1 an que je suis maintenant à plein temps à côté du travail à la télévision. Et je gagne bien ma vie normalement. Pour un Africain, on va dire que je suis de la classe moyenne. Si classe moyenne il y a en Afrique. Mais ça va. Ça me permet de voyager partout, en tout cas. Dans tous les pays. Alors, question. Est-ce qu'il peut parler un peu de l'Orient et de l'Occident? Il a cité René Guénon, qui a écrit dessus. Ah ouais, très bien, je peux en parler des heures. Après, je ne sais pas si c'est le sujet principal de notre combat politique, mais pour moi, l'Occident et l'Orient, ce ne sont pas que des zones géographiques, ce sont aussi des espaces et des réalités métaphysiques. Une qui est le monde du matérialisme et du consumérisme le plus absolu. Et une autre, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas géographique, parce que tu vas au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a le consumérisme aussi, il y a tout, il y a le matérialisme le plus absolu, le plus clinquant, il suffit que tu ailles au Qatar ou en Arabie Saoudite, tu vois ça. Mais, et de l'autre côté, quand on parle de l'Orient, il y a une vision de beaucoup plus entendre et comprendre, sonder l'invisible et sonder le métaphysique. Et donc, je n'apprécie pas cette dichotomie ou cette démarche bicéphale, parce qu'on oppose 2 mondes, alors qu'en réalité, le monde est plus complexe. Je ne les appellerai pas Orient ou Occident, mais je les appellerai plutôt société traditionnelle contre société moderne. Et les sociétés modernes, aujourd'hui, qui sont symbolisées par l'oligarchie d'Occident, sont en train, elles-mêmes, de rendre malade leur propre population. Parce que tu vas dans les villages chez vous en France, moi j'ai vécu 14 ans de ma vie dans les villages, où c'est d'ailleurs là où j'ai connu un petit peu j'ai compris que c'était pas facile d'être noir quand t'es enfant. Mais bon, on va pas revenir sur cet épisode-là. Et ils souffrent du consumérisme
aussi parce qu'ils ont un rapport à la terre, ils ont un rapport au monde dans les campagnes qui n'est pas le même que dans les grandes villes de France ou d'Occident. Bien de manière encore plus prononcée, pour revenir à l'Afrique, parce que c'est mon sujet de prédilection, il se trouve que le rapport qu'on a à la terre, le rapport qu'on a à la nature, à l'invisible, au monde, n'est pas le même que dans les sociétés dites modernes en tant que telles. Et donc l'opposition Occident-Orient, j'aime pas trop les appeler ainsi parce que ça peut tromper. Quand on dit ça, on a l'impression que l'Orient, ça serait les sociétés traditionnelles et l'Occident, les sociétés modernes. Or, la modernité a colonisé l'humanité dans sa globalité à différents niveaux et à différents degrés. Mais je parle beaucoup plus de sociétés traditionnelles et de sociétés modernes. Le début de la fin, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas ce qu'on appelle faussement la Renaissance, bien sûr. Jamais une époque n'a porté un nom aussi contraire à ce qu'elle a été réellement, puisque la Renaissance, c'est la mort de l'Europe, sur tous les plans. Mais en fait, la mort de l'Europe, elle a plutôt commencé au XIIIe, XIVe siècle. Le chiffre 666 dont on parle dans l'Apocalypse, si vous voulez, de manière très simple, c'est, si vous l'écrivez en chiffres romains, c'est donné ici, DCLXVI, donc c'est tout simplement le seul chiffre romain qui est constitué de toutes les unités du système de comptage. C'est donc ce qui désigne le boulier qui permet pour un commerçant de faire ses affaires le plus efficacement possible. Donc le chiffre 666, on n'a pas attendu Pierre Jovanovic pour le savoir, le chiffre 666, ça désigne la finance. Okay, Saint Jean le savait évidemment, puisque je veux dire, c'est pas un chiffre. Et on retrouve le chiffre 666 dans la carte du pendu. Mais bon, voilà. Le coup de hache et l'agonie du déracinement, on en parle beaucoup dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'est passé au XIVe siècle ? C'est le déracinement de l'Europe, c'est la naissance de l'Occident. La destruction de l'ordre des Templiers, la guerre de 100 ans, la naissance du protestantisme, donc c'est XIVe, XVe siècle, les premières bourses à Bruges, les banquiers, Jacob Fugger d'Augsbourg, je vais en parler dans 5 minutes, la fin de l'art sacerdotal, il y a une faute d'orthographe à sacerdotal, et plus d'églises orientées, c'est-à-dire qu'au XIVe siècle, c'est la première fois qu'on construit des églises qui ne sont pas orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient. Ce qui est un signe intéressant. Donc c'est la naissance de l'Occident, il est né en Europe, donc il y a effectivement une localisation géographique en ce qui concerne sa naissance, ça on ne peut pas le nier, il n'est pas né au Cambodge. Là je vous lis cette phrase de Bernanos qui est magnifique. C'est dans la France contre les robots, mais quel plus beau titre de livre que La France contre les robots. Si ma mémoire est bonne, ça a été écrit en 1947, il y aura toujours plus à gagner à satisfaire les vices de l'homme que ses besoins. Je veux dire en une phrase, il vous détruit tout le libéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas la gestion des besoins de l'homme, c'est la gestion de ses vices. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, les 7 péchés capitaux sont un des premiers éléments que le libéralisme a eu à cœur d'abattre. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que moi je suis persuadé que l'ésotérisme, si vous voulez bien compris, c'est la meilleure manière de se battre contre l'Occident, de se battre contre l'empire du non-être, parce que le libéralisme n'est pas une simple gestion pragmatique du réel, comme ils tentent tous à nous le faire croire. Le libéralisme est la machine de guerre la plus puissante de tous les temps contre le principe de la transcendance, contre le principe de la spiritualité et contre la religion. Il a tout dit là, Bernanos. Un jour, on plongera dans la ruine du jour au lendemain des familles entières parce qu'à des milliers de kilomètres pourra être produite la même chose pour 2 centimes de moins à la tonne. Ça a été écrit en 1947. Beaucoup de gens, Platon, vous voyez, à la fin des temps, le père ne ressemblera plus à ses fils, ni les fils à leur père. Il y a beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, de hadiths qui prophétisent la manière dont se passera la fin des temps. J'aime beaucoup ce proverbe des Indiens Crees du Canada, qui doit dater de 200 ou 300 ans. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. Il faut aussi penser aux Sioux, aux Indiens d'Amérique, dont la structure spirituelle, vous l'avez compris, était bien sûr plus proche de ces peuples asiatiques du continent de Mu, plus proche de ça, bien sûr, que des peuples de l'Atlantide. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes où ? Nous sommes au chapitre 20 de l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse, je ne le démontre pas, c'est un livre prédictif et descriptif. Entre autres, c'est une poésie transcendantale, bien sûr.
peut-être même avant tout. Mais nous sommes dans cette époque-là où on nous dit dans l'Apocalypse que la cité bien-aimée, assaillie par Gog et Magog et leurs alliés, aussi nombreux que le sable de la mer, on dit aussi dans des hadiths. J'ai lu un livre de l'imam Suyuti, qui est, je crois, l'écrivain le plus prolixe de tous les temps, qui a écrit beaucoup de livres sur le retour du Mahdi à la fin des temps, du Mahdi et de Issa ben Maria. Il dit exactement la même chose. Il parle du retour du combat entre Gog et Magog et la cité sainte. Là, on voit, pour moi, dans cette phrase, une chose très importante qui est guénonienne par excellence, c'est le principe du combat entre Orient et Occident. Oui, il y a un conflit des civilisations, bien sûr qu'il y a un conflit de civilisation, c'est entre l'Orient et l'Occident. La Palestine, l'Irak, l'Iran, le Japon, l'Afrique, voilà une liste interminable de pays souillés par l'Occident. L'Occident est né en Europe et a souillé, a sali tout le reste de la planète. C'est véritablement une salissure dont il s'agit. Alors, il y a beaucoup de débats dans nos milieux. Pourquoi est-ce que tu parles pas d'Europe plutôt que de parler d'Occident? Bon, l'Occident, en fait, c'est une notion idéologique. Parce qu'en réalité, l'Occident aujourd'hui est partout. L'Occident, c'est-à-dire la conjonction d'un certain protestantisme, d'un certain judaïsme, la conjonction des banques, qui est née, on va dire, en France, en Italie au XIVe siècle, en gros. Eh bien, c'est né effectivement au soleil couchant. Et en même temps, l'Amérique a été découverte. Eh bien, de notion purement géographique, c'est devenu aujourd'hui une notion spirituelle ou anti-spirituelle. C'est-à-dire que bien sûr, l'Occident existe en Afrique, il existe en Asie, et puis face à ça, donc ce sont des notions aujourd'hui quasiment symboliques, puisque face à ça, il y a l'Orient qui va d'ailleurs du proche à l'extrême-orient. Ça, on va en parler tout à l'heure aussi. Donc c'est plus du tout une notion strictement géographique. Bon, il se trouve que l'Occident n'est pas né au Cambodge ni au Bénin, mais il est né en France et en Angleterre et en Italie. Donc c'est tout à fait logique, c'est symboliquement logique. Mais je préfère parler d'Occident. Effectivement, on peut parler d'empire du non-être. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend à peu près ce genre de choses. Bien sûr. Mais le problème, c'est effectivement, quand je parle d'Occident, souvent, il y a des gens qui me reprochent une espèce d'ethnomasochisme, qui me disent tu luttes donc contre tes semblables, alors que, en réalité, ce ne sont pas mes semblables qui ont construit l'Occident, puisque moi, le peuple, on va dire celte, dont je suis issu, a été la première victime de l'Occident, bien sûr, puisque les gens qui ont bâti l'Occident, qui ont bâti ce système de pouvoir-là, ne sont pas les miens. Voilà, d'abord en termes de caste et même en termes de race, même en termes de race spirituelle, ce ne sont pas les miens. Donc le peuple européen, on va dire, a été véritablement la première victime, le premier peuple, j'allais dire, colonisé, si tu veux, même si c'est un terme un peu qui vaut ce qu'il vaut en l'occurrence, mais mais on se comprend. Voilà, ensuite ça s'est étendu à l'extérieur, donc en Asie, en Extrême-Orient. Il faut jamais oublier tout cet aspect-là de l'Indochine qui a été complètement vidé de son suc et de son sang, etc. Et puis enfin tous les Orients et bien sûr l'Afrique. Voilà. L'Aquarius, ça vous parle ? Ça me parle. Moi, il y en a qui se battent pour défendre la migration. Moi, je pense que la migration saigne notre continent. Et que notre peuple, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand je suis au contact des miens dans les villages ou dans les grandes capitales en Afrique, francophones ou même dans la diaspora, je dis que mieux vaut risquer nos vies en luttant contre les bourreaux et nos dictateurs à la tête de nos États. Mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que risquer sa vie pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie, travailler sous la volonté des multinationales occidentales, en dessous du seuil de pauvreté, quelque part, d'accord, par le processus du dumping social. Donc moi je fais partie des gens qui pensent que j'aimerais profondément, et je me bats pour ça, pour que les nôtres restent sur le continent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ce terrain-là. Alors Magloire Kemayeux va dire « Ah, c'est vilain parce qu'il ne veut pas que les Africains émigrent, peut-être ». Mais dans la réalité des faits, on a déjà été saigné par l'esclavage, on a été saigné par la colonisation, parce qu'il y avait des traîtres aussi chez nous qui ont contribué à ça, disons-le clairement. Et bien pour moi, aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'il y a les multinationales occidentales qui se mettent d'accord avec les oligarchies chez nous, d'accord, et qui prennent
de la même façon, sauf que cette fois-ci, ça donne une sensation de volontariat, mais le loupen-prolétariat de chez nous, pour qu'il aille travailler en Occident. Ça crée quoi? Des tensions communautaires, parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel chez vous, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot pour les populations autochtones. D'autres viennent, pour ceux qui vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé. L'Aquarius, tu Non, sais, mais c'est un bateau c'est la réponse que je viens de te qui donner. vient sauver des gens. C'est bien, c'est pas bien. Qui vient sauver? C'est qui dit sauver? Bah, ils sont en train de boire la tasse quand même. Non, le sauvetage, il ne se situe pas là. Le sauvetage, il se situe sur le terrain de la justice sociale. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, des babtous qui se donnent bonne conscience, qui viennent te dire « Allez, je viens de sauver Mamadou, t'es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. » C'est un petit peu comme l'arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait « On vient sauver des enfants. » Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok? Comme ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas prendre ces gens et les ramener ailleurs que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement comme nous on le fait sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là, l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et peut-être, il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Il veut simplement sauver des gens. Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je ne comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. Ouais, ils sont pas en Méditerranée. Hein. Bah, non, mais l'Aquarius, c'est des Français, non? C'est multinationalité. Ah d'accord, européenne. Mais il y a assez de gens qui meurent en France ou en Occident qui s'en occupent et que nous, on s'occupe des nôtres. Charité bien ordonnée commence par soi-même.